Imaginez cela. 17 mars 1968. La fumée épaisse de la poudre à canon et l'odeur métallique du sang planaient au-dessus d'une vallée oubliée, mais fatidique, au cœur du Vietnam. Plus de 300 vies avaient déjà été perdues en 48 heures, et les munitions diminuaient dangereusement. Au milieu de cet enfer, un homme, un simple traducteur, conçut une idée si audacieuse, si insensée, que tous ses supérieurs la rejetèrent comme un délire. Mais cette idée interdite et dangereuse changea le cours de ce combat et sauva des milliers de vies d'une mort certaine. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Le décor était la vallée d'Ia Drang, Vietnam, mars 1968. Ce n'était pas une vallée pittoresque, mais une fournaise de mort, où la jungle dense et le terrain traître devenaient des alliés parfaits pour les forces ennemies. Le problème principal était une impasse brutale sur le front, où un bataillon américain était encerclé, subissant des pertes catastrophiques sous l'attaque incessante des troupes du Nord-Vietnam. C'était un piège mortel, où chaque minute signifiait plus de vies perdues, et où le moral des troupes s'effondrait à chaque explosion. Les pelotons étaient désorientés, la communication chaotique, et l'espoir s'échappait sous le feu ennemi incessant. Les ordres de retraite étaient impossibles à exécuter sous le bombardement, et les renforts étaient bloqués par des embuscades et par le brouillard de la guerre. Les solutions conventionnelles, comme des frappes aériennes coordonnées ou des tentatives d'avancée terrestre, s'étaient révélées inefficaces, ne causant que plus de pertes. Le bataillon était au bord de l'anéantissement et le désespoir s'installait, lourd comme l'humidité tropicale. Dans ce pandémonium, un jeune caporal, Elias Mendes, était une figure improbable de salut. Issu d'une famille d'immigrants portugais dans le Massachusetts rural, il avait été appelé au service militaire non pas pour ses compétences au combat, mais pour son esprit vif et sa maîtrise de plusieurs langues, y compris le vietnamien. Elias n'était ni un stratège militaire, ni un héros de guerre décoré, mais un simple linguiste, un maillon crucial dans le réseau complexe de renseignement et de communication. Ses origines modestes et son manque de références formelles sur le champ de bataille le rendaient invisible pour la plupart des officiers supérieurs. Pourtant, c'est cette position périphérique qui lui donna une perspective unique. Avec un accès privilégié aux communications ennemies interceptées et aux conversations désespérées à la radio des Alliés, Elias Mendes voyait le tableau complet de la catastrophe qui se déroulait. Il ne traduisait pas seulement des mots, il interprétait le désespoir dans les voix, la stratégie derrière les codes ennemis et l'inévitabilité d'un massacre imminent. Il identifia le problème non seulement comme tactique, mais comme une faille de communication et une rigidité bureaucratique qui empêchait toute action décisive. Ses supérieurs le voyaient comme un simple décodeur de messages, quelqu'un pour traduire, pas pour questionner le commandement ou proposer des solutions. L'idée qu'un caporal, un simple traducteur, puisse avoir une solution pour l'enfer qui se déroulait était absurde pour eux. Lorsqu'il osa suggérer qu'un faux ordre, une falsification délibérée d'un message de cessez-le-feu, pourrait sauver le bataillon, il fut immédiatement catalogué comme fou. Un illuminé qui ne comprenait pas la discipline militaire, un idéaliste dangereux qui jouait avec la vie et la mort sur un théâtre de guerre où l'insubordination était punie par la plus sévère des sentences. Le scepticisme initial se transforma rapidement en mépris. Mais Elias Mendes, malgré tout, savait qu'il devait essayer. L'image des corps empilés, le son des cris de douleur et l'odeur de la mort étaient un fardeau trop lourd pour sa conscience. Les ordres directs de ses supérieurs de tenir la position étaient, pour lui, des condamnations à mort pour des centaines d'hommes. La bureaucratie militaire, la rigidité du commandement, semblaient plus ennemis que les balles qui sifflaient autour de lui. Il ne pouvait pas accepter la passivité. L'idée, que ses supérieurs avaient écartée comme une folie, commença à prendre forme dans son esprit avec une clarté effrayante. Son innovation n'était pas un moteur à réaction ou une nouvelle arme, mais une arme de mots, de tromperie, de manipulation de la vérité. Elias réalisa que le véritable point faible de l'ennemi, tout comme du sien, était la confiance dans la chaîne de commandement. Si un ordre de cessez-le-feu, provenant d'une source apparemment incontestable, pouvait être transmis aux troupes ennemies, l'enfer pourrait peut-être se taire pendant un bref instant. Il avait passé des mois à traduire des communications interceptées, se familiarisant avec les codes, les dialectes, les voix et même les tics de langage des officiers du Nord-Vietnam.
Il savait comment sonnait un véritable officier de haut rang, les phrases choc, la formalité, l'urgence. Les matériaux pour son entreprise n'étaient pas du métal ou de la poudre à canon, mais son propre intellect et les équipements radio qui l'entouraient. Il avait besoin d'accéder à un émetteur qui pourrait atteindre les fréquences ennemies sans être détecté par ses propres opérateurs radio. Le risque était immense. S'il était pris, ce serait considéré comme de la trahison, un crime capital en temps de guerre. Mais à chaque explosion qui secouait le sol, à chaque appel de détresse à la radio, sa détermination se renforçait. Le processus de construction de sa falsification commença de manière clandestine. Sous le couvert de l'obscurité et du chaos de la bataille, Elias se glissa jusqu'à une tente de communication auxiliaire, moins surveillée. Là, il trouva un poste radio de campagne ANPRC 25, un équipement standard mais qui, avec quelques modifications improvisées et une connaissance approfondie des fréquences ennemies, pourrait servir à son dessein. Il passa des heures, pendant que la bataille faisait rage dehors, à syntoniser, tester, mémoriser des motifs de bruit et de silence. Le message fut soigneusement élaboré dans son esprit. Il ne devait pas être trop long pour éviter les soupçons, mais devait contenir l'autorité et l'urgence nécessaires. Ce serait un ordre direct d'un officier supérieur fictif, commandant l'arrêt immédiat du feu et le retrait stratégique des positions avancées en raison d'un changement inattendu de la situation tactique. Il pratiqua l'intonation à voix basse, simulant la voix d'un commandant ennemi qu'il avait écouté répétitivement lors d'interceptations précédentes. Une voix grave, avec un accent régional spécifique. Le moment de vérité arriva à l'aube du 3e jour. Le combat avait légèrement diminué, mais la tension était palpable. Elias, le cœur martelant dans sa poitrine, attendit que l'opérateur radio de garde somnole pendant quelques minutes. Il s'assit devant la radio, ajusta la fréquence à un canal qu'il savait être surveillé par les unités ennemies les plus proches et inspira profondément. Chaque seconde était une éternité. La sueur coulait sur son visage. Ici le commandement central. Unité sur le terrain. Attention! La voix qui sortit de l'émetteur n'était pas celle d'Elias Mendes, mais celle d'une autorité incontestable, ferme et impérative, modulée par la tension de la guerre et l'urgence du moment. Je répète, cessez le feu immédiatement et repliez-vous vers les positions secondaires. Ordre du haut commandement. L'opération sera réévaluée au lever du jour. Aucune place pour les questions. Je répète, cessez le feu. Il éteignit la radio aussi vite qu'il l'avait allumée, ressentant un mélange de soulagement et de terreur. C'était fait. L'acte était consommé. Maintenant, il restait l'attente angoissante. Est-ce que cela fonctionnerait? Ou ne serait-ce qu'un autre acte de désespoir inutile qui le mènerait à sa perte? Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le bruit lointain de quelques tirs sporadiques et le murmure de voix à la radio principale, dont il savait qu'elle n'avait pas remarqué son intervention. L'opposition de ses supérieurs était maintenant une peur constante d'être découvert, un fantôme qui le hanterait à chaque pas. Le temps s'étirait, et le doute rongeait son âme. Le silence qui suivit la transmission ne fut pas absolu, mais il fut profondément différent. La cacophonie de la guerre, un rugissement constant d'explosions et de mitrailleuses, ne cessa pas d'un coup, mais commença à diminuer, comme un orchestre qui perd ses musiciens un par un. Elias, tremblant encore, collé à la radio, remarqua que le feu ennemi n'était plus aussi intense. Les tirs sporadiques qu'il avait entendus auparavant commencèrent à se raréfier, à devenir plus distants. C'était un changement subtil, presque imperceptible pour qui ne le cherchait pas, mais pour Elias, chaque seconde de diminution était une confirmation ou une illusion dangereuse. Le doute le rongeait toujours. N'était-ce qu'une pause tactique de l'ennemi? Un regroupement avant une nouvelle attaque encore plus dévastatrice? Ou sa voix, son audace, avait-elle réellement planté la graine de la confusion et de l'hésitation au cœur de la ligne de commandement adverse? Chaque minute qui passait sans le retour de l'enfer total était un soulagement, mais aussi un martyre. Il craignait d'être découvert à chaque pas, à chaque ombre. L'opérateur radio somnolait, inconscient du drame qui se déroulait à quelques mètres de lui, de la bombe à retardement qu'Elias avait activée. Dehors, dans les tranchées boueuses et les abris improvisés, les soldats alliés ressentaient également le changement. Le bruit assourdissant qui était devenu la bande-son de leur vie pendant des jours reculait. « Qu'est-ce qui se passe » murmurait un sergent à son compagnon, les yeux écarquillés, l'arme toujours fermement empoignée. La confusion était presque aussi palpable que le soulagement naissant. Personne n'osait se lever.
Personne n'osait croire que le cauchemar diminuait. L'expérience de la guerre leur avait appris que le calme précédait souvent la tempête la plus violente. Mais le calme persista. Plus d'une heure s'écoula et le feu ennemi avait presque cessé complètement. Seuls quelques tirs isolés et distants brisaient le silence lourd. Elias, toujours dans sa tente, entendit les premiers murmures à la radio principale, la radio de ses propres commandants. Il y avait de la confusion, des questions urgentes sur ce qui se passait. « Les communications ennemies sont silencieuses », demanda quelqu'un avec incrédulité. « Ils reculent ? Il n'y a pas d'ordre pour cela. » La panique commença à s'installer parmi les officiers, mais c'était une panique d'incertitude, pas d'attaque. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'ennemi avait cessé le feu. Pour eux, le silence était une anomalie, une tactique inconnue. Elias, écoutant tout, sentit un frisson parcourir son échine. Sa falsification avait fonctionné, mais maintenant, il avait causé un désordre stratégique qui serait investigué. Il avait sauvé des vies, oui, mais il avait aussi défié la structure même du commandement. Dans les heures qui suivirent, la situation devint encore plus claire. Les troupes ennemies, au lieu de lancer une nouvelle attaque, étaient bel et bien en train de battre en retraite. Des patrouilles de reconnaissance alliées, envoyées avec une extrême prudence, confirmèrent que les positions avancées qui grouillaient auparavant d'activités ennemies étaient maintenant vides, ou avec seulement une présence résiduelle. Le changement inattendu de la situation tactique qu'Elias avait inventé dans sa transmission avait été interprété et obéi. Le soulagement qui balaya le bataillon allié fut immense, presque enivrant. Cris de joie retenus, embrassades et larmes d'épuisement et de gratitude. Des vies avaient été sauvées. Des centaines d'hommes qui étaient au bord de la mort avaient maintenant une chance de survivre. La ligne de front se stabilisa. Le massacre fut évité. Mais, au milieu de toute cette célébration silencieuse, Elias Mendes sentait un poids croissant. Il avait été le catalyseur de ce salut, mais aussi l'auteur d'une grave désobéissance. Il savait que le succès de son innovation viendrait avec un prix. Les commandants, bien que soulagés par la cessation du combat, étaient furieux du manque d'explications et de la désorganisation qui s'ensuivit. Ils exigeaient des réponses. Qui avait donné l'ordre de cesser le feu? D'où venait-il? Pourquoi leurs propres interceptations n'avaient-elles rien capté? La recherche du responsable de cette anomalie commencerait bientôt, et Elias savait que ce ne serait qu'une question de temps avant que sa trace ne soit découverte. La persistance de son idée avait été récompensée par la vie de centaines d'hommes, mais l'opposition qu'il avait rencontrée avant d'agir serait insignifiante comparée à la fureur qui allait venir. Il avait volé une victoire à la mort, mais peut-être avait-il volé sa propre liberté dans le processus. Le rideau de la nuit commençait à se lever, révélant non seulement la paix temporaire, mais aussi l'ombre d'un jugement imminent. Le rideau de la nuit commençait à se lever, révélant non seulement la paix temporaire, mais aussi l'ombre d'un jugement imminent. L'aube apporta une clarté brutale, non seulement visuelle, mais stratégique. Les patrouilles de reconnaissance qui avaient été envoyées avec la plus grande prudence revinrent avec le même message surprenant. Les positions ennemies étaient, de fait, abandonnées. La vallée d'Iadrang, qui pendant des jours avait été un abattoir, était maintenant étrangement calme, hormis le bruit des vents et le murmure des blessés évacués. La nouvelle se répandit comme un incendie parmi les troupes. Le soulagement était palpable, presque une extase collective. Des hommes qui avaient fait leurs adieux à la vie s'embrassaient. Des larmes coulaient sur des visages souillés de poudre à canon et de boue. Ce bataillon, auparavant condamné, avait été inexplicablement sauvé. Pour les simples soldats, l'explication était un miracle, une faille dans la coordination ennemie, ou peut-être même une intervention divine. Ils ne questionnaient pas le pourquoi, ils célébraient simplement le maintenant. Cependant, dans les quartiers généraux improvisés, l'atmosphère était à l'alarme croissante et à la fureur contenue. La cessation du feu, bien que bienvenue pour les hommes de première ligne, était une énigme irritante et dangereuse pour la chaîne de commandement. Des officiers supérieurs s'attroupaient autour de cartes, leurs visages marqués par l'épuisement et la perplexité. « Il n'y a pas de trace d'un ordre de cesser le feu », cria un colonel, frappant la table. « Aucune communication officielle de notre côté et les interceptions ennemies sont confuses, suggérant un ordre interne que nous n'arrivons pas à déchiffrer. » La confusion escalada vers une enquête frénétique. Qui avait autorisé un tel mouvement? Quelle unité ennemie avait émis un ordre si drastique sans coordination avec les Alliés?
L'idée d'un ordre fantôme commença à circuler, d'abord avec scepticisme, puis avec une préoccupation croissante. Une faille dans la communication, une infiltration, ou quelque chose d'encore plus sinistre. Le haut commandement exigeait des réponses immédiates. La sécurité de l'information et l'intégrité de la chaîne de commandement étaient en jeu. Elias Mendes, de retour dans sa tente, tentait de se fondre dans la masse, l'adrénaline circulant toujours dans ses veines. Il observait l'agitation, les officiers qui entraient et sortaient, les radios bourdonnant de questions incessantes. Son cœur battait fort chaque fois qu'un regard s'attardait un peu plus sur lui, chaque fois qu'un officier s'informait sur des mouvements inhabituels ou des messages non autorisés. Il savait que ce n'était qu'une question de temps. La satisfaction d'avoir sauvé des vies était un baume pour son âme, mais la peur d'être découvert était une épée de Damoclès. Il avait fait l'impensable, enfreint toutes les règles, mais il l'avait fait pour une cause qu'il considérait juste. Cette conviction était son bouclier contre la terreur qui l'assaillait. L'enquête s'approfondissait, et la chasse aux traducteurs fous ou aux saboteurs prenait de l'ampleur. L'attention se tourna vers les opérateurs radio et les linguistes, qui d'autres auraient la connaissance et l'accès pour réaliser un tel exploit. Elias sentait l'étau se resserrer à chaque question, à chaque rapport. Il avait agi seul, mais les conséquences seraient ressenties par beaucoup, et de manière qu'il ne pouvait pas encore prévoir. Malgré la confusion, la réalité de la situation était indéniable. Le bataillon était en sécurité, les blessés étaient évacués, et les hommes survivants regardèrent l'horizon avec un nouvel espoir. L'innovation d'Elias, forgée dans le désespoir et la désobéissance, avait opéré un miracle tactique. Mais la reconnaissance qui viendrait ne serait pas d'honneur, mais d'accusation. La machine militaire, lente et implacable, était maintenant tournée vers lui, non comme un sauveur, mais comme un transgresseur. L'ombre du jugement devenait plus dense à chaque minute, et Elias savait qu'il devrait affronter les conséquences de son courage, seul. L'ombre du jugement devenait plus dense à chaque minute, et Elias savait qu'il devrait affronter les conséquences de son courage, seul. L'enquête, initialement une recherche d'anomalies, se transforma rapidement en chasse à l'homme. Les officiers de communication et de renseignement se plongèrent dans les journaux radio, les fréquences surveillées et les opérateurs de garde. La voix de la transmission, bien que modulée et forcée, avait des caractéristiques uniques, un accent subtil, une cadence spécifique qui, pour des oreilles entraînées, n'appartenait à aucun des officiers ennemis connus. L'analyse forensique des ondes radio était rudimentaire, mais efficace. Ils retracèrent le signal, non pas à une localisation précise, mais à une zone générale, la même où le bataillon d'Elias était positionné. La liste des linguistes ayant une connaissance du vietnamien et un accès aux équipements radio fut rapidement réduite. Le nom d'Elias Mendes, le caporal qui avait été étiqueté fou pour avoir suggéré un faux ordre, sauta aux yeux d'un jeune lieutenant qui se rappela de la discussion houleuse. La pièce du puzzle s'assemblait avec une précision effrayante. La confrontation arriva de manière abrupte et brutale. Elias était dans sa tente essayant d'organiser quelques papiers lorsque la toile s'ouvrit et que 2 policiers militaires armés entrèrent, suivis par un colonel à l'expression de pierre. « Caporal Mendes ?» demanda le colonel, sa voix froide comme l'acier. « Vous êtes en état d'arrestation. Accusation d'insubordination grave, falsification de documents militaires et possiblement trahison. » Elias sentit un nœud dans sa gorge, mais ses yeux ne vacillèrent pas. Il savait que ce moment arriverait. « Colonel, j'ai agi pour sauver des vies. Ils étaient en train de se faire massacrer, » répondit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'espérait. Le colonel rit, un son sec et sans humour. « Sauver des vies ? Vous avez causé un chaos stratégique, caporal, désobéi à des ordres directs, subverti la chaîne de commandement et joué avec la sécurité de tout un secteur. Vous pensez que l'ennemi ne va pas découvrir qu'il a été trompé. Quel genre de précédent cela ouvre-t-il ? » Sa colère était palpable, mais Elias y voyait la frustration d'un système qui ne pouvait pas comprendre la moralité individuelle au-dessus de la règle. Il fut emmené vers une installation de détention improvisée à l'arrière du quartier général. L'odeur de diesel et de sueur se mêlait à celle de sa propre peur. Les accusations étaient lourdes, et les implications encore plus. En temps de guerre, de tels actes pouvaient mener à l'exécution. Elias le savait, mais, étrangement, il ne ressentait aucun remords. L'image des hommes revenant de leur position, épuisés mais vivants, était un contrepoint puissant à la fureur qui l'entourait. Les interrogatoires commencèrent immédiatement.
Officiers de renseignement, avocats, militaires, tous voulaient connaître les détails. Comment il a fait, pourquoi il a fait, s'il y avait des complices. Elias raconta son histoire avec un calme surprenant, expliquant sa motivation, sa méthode, sa conviction qu'il n'y avait pas d'autre choix. « J'ai vu la mort dans leurs yeux, monsieur. J'ai vu l'inaction de nos commandants. Quelqu'un devait faire quelque chose, » répétait-il à chaque fois avec la même détermination. La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement parmi les troupes. Les rumeurs volaient, déformées et exagérées, mais l'essence demeurait. Le « traducteur fou » qui avait arrêté le combat était maintenant puni pour cela. Parmi les hommes qu'il avait sauvés, il y avait un mélange de choc et un sentiment croissant d'indignation. Ils savaient qu'ils devaient leur vie à ce caporal, et l'idée qu'il soit puni pour son courage était difficile à accepter. Pendant que la machine de la justice militaire se préparait pour son procès, Elias fut maintenu isolé. Ses jours étaient remplis par le silence oppressant de sa cellule et le bruit distant de la guerre qui continuait, implacable. Il avait arrêté une bataille, mais pas la guerre. Il avait sauvé un bataillon, mais pas lui-même de la fureur du système. La cour martiale aurait lieu bientôt, et son destin était scellé. Il avait défié l'autorité, et l'autorité exigeait son dû. La scène était prête pour un procès qui mettrait à l'épreuve les limites de la loi, de la moralité et de la loyauté en temps de guerre. L'histoire d'Elias Mendes était loin d'être terminée, mais son chapitre en tant que soldat, de manière conventionnelle, était sur le point de se conclure de manière dramatique. L'ombre du jugement devenait plus dense à chaque minute, et Elias savait qu'il devrait affronter les conséquences de son courage, seul. La cour martiale d'Elias Mendes fut un sombre spectacle d'honneur et de loi. L'accusation martela l'insubordination, le danger de saper l'autorité et la rupture des protocoles vitaux. Cependant, la défense apporta des témoignages puissants. Des soldats, beaucoup d'entre eux blessés ou fraîchement sortis de l'enfer d'Yadrang, témoignèrent en sa faveur, décrivant le désespoir avant le ordre fantôme et le soulagement qui s'ensuivit. La pression publique, alimentée par des nouvelles qui fuitaient sur le traducteur qui a sauvé un bataillon, commença à croître. Le verdict tomba, coupable. Le juge militaire, d'une voix grave, déclara « Vous avez sauvé des vies, caporal, mais vous avez désobéi à des ordres directs. La loi est la loi. » Elias Mendes fut condamné à 10 ans de prison. Un choc pour beaucoup, mais un soulagement pour la hiérarchie militaire qui voyait la punition comme un avertissement. Cependant, la répercussion fut si grande que, en raison de la mobilisation d'anciens soldats et d'activistes, sa peine fut réduite. Elias ne purgea que 2 ans, sortant de prison comme un homme marqué, mais non brisé. Il n'eut jamais de remords. « Je ne regrette rien. Pas une seconde », affirma Elias dans sa défense, une phrase qui résonnerait pendant des années. Après la guerre, Elias retourna à sa vie tranquille dans le Massachusetts, travaillant comme mécanicien, sa véritable passion. Il reçut quelques médailles informelles de gratitude, mais la reconnaissance officielle ne vint jamais pleinement. Son histoire, racontée de bouche à oreille et finalement, dans des livres et des articles, devint une légende. L'acte d'Elias Mendes changea le destin de ce bataillon, sauvant des milliers de vies d'une mort certaine, et la confusion dans la chaîne de commandement fut immense, mais le soulagement parmi les soldats était palpable. L'histoire d'Elias Mendes nous enseigne des leçons intemporelles sur le courage et la moralité. Elle prouve que la persistance et la conviction peuvent surmonter même les structures les plus rigides, et que des solutions simples et non conventionnelles peuvent être plus efficaces que la complexité bureaucratique. L'innovation et l'humanité, souvent, viennent avec un coût personnel très élevé, et le véritable héritage d'un homme n'est pas mesuré par son grade, mais par les vies qu'il touche. C'est la vraie leçon qui résonne encore aujourd'hui. Le plus grand courage n'est pas toujours de suivre les ordres, mais de faire ce qui est juste, même quand le monde entier dit que c'est faux. Pensez-y et partagez cette histoire de bravoure et de conviction.